Bonus. Trax. Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode au format interview. Je suis Riley et avec moi il y a Valkan. Coucou. Salut, ça va? Ça va très très bien puisqu'aujourd'hui nous sommes avec Com Martin, auteur de jeux de rôle. Salut Com. Salut et merci pour l'invitation. Comment ça va toi Com? Enfin, Ouais, écoute, ça va plutôt pas mal, ma foi. on se retrouve aujourd'hui à l'occasion du lancement d'un financement participatif que tu as appelé la trilogie du punk. Absolument. Il y aura évidemment tous les liens qui vont bien avec ce podcast. Donc n'hésitez pas à participer à ce financement. Avant de parler de tout ça, est-ce que, comme en quelques phrases, tu peux te présenter pour les auditeurs et auditrices de la JDR Academy qui ne te connaîtraient pas? Tout à fait. Écoute, je suis un homme qui est de 1m78 pour... non. Alors, je suis auteur de jeux de rôle indé, alternatifs, ouais, on peut les qualifier de différentes manières. Depuis, ça fait 6 ans maintenant à peu près que je suis dans le game. Et donc, je sais pas, on peut citer quelques-uns de mes jeux, Green Dawn Mall, pendant ce temps dans le métro, voilà, 2 étés, le plus récent, l'Hôtel Cité du Lion abîmée Rouge. aussi. Cité abîmée, tout à fait. Enfin voilà, en gros, j'ai commencé en 2020 et j'essaie de sortir un jeu par an à peu près. Parfois, j'en sors plus. Je fais aussi pas mal de petits jeux un peu expérimentaux que je Ouais, de que je jeux mets en sur ma une page. Itch. Ouais, c'est ça, une page ou quelques. Initié carrément un site de jeu en une page à un moment, je crois, avec Ah ouais, tout à fait. Tout à d'autres fait, avec mes auteurs. camarades Melville et Julien Poire, on avait fait un site qui s'appelait Trop Long Palu. C'était avant que le site itch.io devienne populaire et donc l'idée était la même, quoi. C'était vraiment de mettre en avant la création indé et puis de montrer que c'était pas si difficile que ça de faire des jeux, quoi. Et du coup, je fais aussi partie du collectif Le Rayon Alternatif. On essaye d'être pas mal présent dans les conventions de jeux de rôle et c'est un collectif d'auteurs et d'autrices de jeux pareil, indé, alternatifs. Et l'idée, c'est ça, quoi. C'est vraiment de montrer que. J'ai l'impression de faire un slogan politique quand je dis ça, avec qu'un autre jeu de rôle est possible, quoi. Oui, parce que c'était un peu la suite aussi, la question que je voulais te poser. Tu parles de jeu de rôle indé, tu parles de jeu de rôle alternatif. Qu'est-ce que tu entends par là? Peut-être que les gens ne savent pas exactement ce que ça peut vouloir dire. J'ai tendance à dire, à le définir comme, en gros, des jeux qui font un pas de côté par rapport à des propositions qui existent ailleurs. C'est-à-dire, l'idée, c'est pas du tout de dire que on est meilleur que tel ou tel jeu, même si parfois on le pense. Mais c'est surtout de montrer que, en fait, au-delà du schéma traditionnel, si je prends le truc vraiment le plus conventionnel, tu vois, c'est-à-dire dans la partie jeu de rôle elle-même, MJ qui fait jouer un scénario ou dans un jeu où on lance des dés avec un système un peu compliqué et tout, nous on arrive et on dit non, en fait, tu peux aussi jouer sans MJ, tu peux aussi à la place des dés, tu peux utiliser des cartes à jouer, tu peux utiliser des dominos, tu peux même peut-être ne pas utiliser vraiment de système de résolution et juste raconter des trucs. Tu peux te répartir les trucs autour de la table. Tu peux jouer, pourquoi pas, non pas des personnages, mais des entités un peu plus floues. Enfin voilà, tout un tas de propositions un petit peu comme ça qui sortent des sentiers battus. Et de la même manière dans les formats. Le format un peu conventionnel qu'on a en tête, un peu historique, on va dire, dans les jeux de rôle, c'est grand livre, format A4, couverture rigide, des centaines de pages en couleur, machin et tout. Et donc pareil, Les 3 ça c'est... livres, le triptyque. Ouais, et c'est pas trop notre modèle, puisque nous, le format, on va dire, de base, c'est un peu le A5, donc plus de l'ordre du petit livret, quoi. Et l'idée, c'est aussi ça, quoi, c'est de dire, en fait, vous pouvez avoir un jeu complet, tout ce qu'il vous faut pour jouer de manière satisfaisante, avec un livret d'une 30aine de pages, voire moins, voire une feuille pliée en 4, ça peut vous servir. Et c'est vrai que, du coup, souvent, pas toujours, mais souvent, c'est des jeux qui vont avoir des propositions plus restreintes que les jeux un peu plus conventionnels. Mais l'idée, c'est ça aussi, c'est en gros de vous dire, ok, au lieu que tu achètes un énorme jeu qui te coûte 60 balles minimum, et en fait, ça va être un peu la galère pour se lancer avec cette espèce de promesse souvent fausse de tu peux tout jouer, en fait, là, tu vas payer 5, 10 balles, et ok, tu peux faire qu'un truc, mais par contre, le jeu, il est peaufiné pour ça. Et peut-être que ça te fera que une ou deux parties, mais elles peuvent être tout autant, voire plus satisfaisantes que les parties qui t'auront coûté 60 balles, quoi. Et c'est un dé aussi dans la distribution du jeu. Et c'est effectivement, tu fais bien de le préciser, c'est un dé aussi dans la distrib, c'est-à-dire que c'est pareil, c'est variable en fait, comme on est un collectif, chacune a son modèle économique, mais la plupart du temps, on est un tout petit peu distribué en boutique.
Et en fait, le gros des ventes, c'est dans les conventions, quoi. C'est vraiment de la main à la main. Voilà, certains comme moi font des financements participatifs, d'autres pas du tout. Il y en a d'autres qui sont chez des éditeurs, mais Ouais. le contact direct, la vente directe, c'est vraiment ce qui reste le plus, quoi. Notamment sur itch.io où il y a beaucoup de... Maintenant, c'est là que ça se passe pour le jeu de rôle indépendant. Ouais, ah ouais, complètement. Ouais, ouais. Ouais, on voit, bah, là, t'as cité plein de jeux, t'en as encore plein d'autres. Enfin, t'as une diversité dans tes créations, tu fais du narratif, de l'expérimental. Comment tu décrirais ton univers créatif? Est-ce que t'as un univers vraiment ou Je comment pense tu qu'il y a. fonctionnes? Alors, comment je fonctionne, si je C'est le une savais. vaste question, comme ça on a tout le temps. Vas-y. Non, mais en gros, je pense qu'il y a plusieurs lignes directrices. C'est clair qu'il y a quand même une grosse ligne directrice qui va vers le weird, l'expérimental, le what the fuck, je sais pas comment tu veux appeler ça, mais L'absurde aussi. ouais, l'absurde, en fait, j'aime bien lire, jouer et donc créer aussi des jeux qui vont un peu te secouer de tes habitudes, quoi, dans Ouais. tous les sens du terme, où vraiment ça va t'amener vers des trucs, ouais, vers des frontières, voire au-delà de certaines frontières, quoi. Et donc c'est vrai que, bah voilà, on mentionnait tout à l'heure le fait que je fais des jeux courts assez fréquemment. Et en fait, pour moi, c'est beaucoup une manière de tester des trucs, en fait. De me dire, tiens, Ah, est-ce qu'on peut jouer de telle manière? Est-ce qu'on peut avoir telle proposition ludique? Est-ce que ça peut marcher? Et voilà, des fois, ça fait des trucs à moitié réussis, mais ouais, le côté expérimental, c'est clair qu'il est très présent. Après, je pense que j'ai quand même un certain nombre de créations qui jouent sur une forme de nostalgie. Nostalgie, ça peut être nostalgie de l'enfance, nostalgie d'une époque que je n'ai pas forcément connue d'ailleurs, mais je trouve que les jeux de rôle sont des bons véhicules pour aller creuser cette émotion-là, c'est-à-dire incarner des personnages qui regrettent quelque chose ou qui sont un petit peu, tu vois, qui ont du mal à se détacher de leur passé, quoi, on va dire. ouais, oui, tout à fait. Ça, c'est vrai que c'est des choses que j'aime bien explorer aussi, voilà, avec des jeux comme 2ET, mais même Aventure à Plume, qui est mon jeu de rôle pour jouer à la bande à Picsou, en gros, il y a ce côté un peu de retour vers l'enfance aussi, quoi. Ça me fait penser à une de tes marottes qui était le voyage dans le temps. Enfin, on parlait de radio rolliste en off juste avant. Là, où tu parlais Ouais. souvent de jeux de voyage dans le temps. Et là, peut-être que. Enfin, 2ET, c'est pas un jeu de voyage dans le temps, mais. Il y a Ouais, peut-être quelque part quelque chose de ça, quoi. oui, ah bah ça, après, bon voilà, chacun a ses kinks, a ses intérêts. Moi, ouais, tout ce qui est voyage dans le temps, univers parallèle et tout, c'est un truc que j'ai toujours aimé. Et je trouve que c'est vraiment un truc intéressant en jeu de rôle parce que, en fait, dans une fiction figée, donc genre un film, un roman et tout, c'est facile de faire du voyage dans le temps parce qu'en fait, enfin c'est facile. Bon, ça peut créer des intrigues compliquées, mais en fait, tu prévois tout du début à la fin sur ta page, tu peux t'organiser. Ouais. Dans un jeu de rôle, en fait, même un jeu de rôle avec des scénarios, forcément, tu peux pas tout maîtriser, quoi. Et du coup, l'essence même du voyage dans le temps ou de l'univers parallèle, qui est en gros, tu vas pouvoir modifier des éléments déjà énoncés, ou alors tu vas pouvoir annoncer, tu vois, faire une espèce de foreshadowing de ce qui va se passer plus tard, et tu vas voir, ça va quand même être logique. C'est vachement plus compliqué, quoi. Ouais, c'est très compliqué. Et donc, c'est un bon défi narratif aussi. Je pense que clairement, dans ma pratique en général, j'aime bien me mettre à moi-même des défis, tu vois. C'est-à-dire vraiment, je vais me lancer dans un truc en me disant, ok, je sais pas si c'est possible, mais j'ai envie d'essayer. Voilà, pour faire tout. En fait, c'est vraiment me renouveler, quoi. Je pense que ça me ferait chier de sortir un bouquin et puis ensuite des suppléments pour ce jeu ad vitam Ah oui. aeternam même au niveau des systèmes de jeu, tu vois, il y a des créateurs, ils trouvent leur système de jeu et puis ils restent dessus, ils sont très contents. Moi, j'avoue que c'est pas mon truc, quoi. Donc, t'as beaucoup d'expérimentation dans la forme aussi, je pense, pendant ce temps-là dans le métro, justement. Comment ça devient une idée comme ça de faire un jeu de rôle sur une carte de métro? On déplie une carte du métro et on peut jouer. Ouais, en fait, c'est grâce à mon partenaire de crime, comme on dit en français. C'est-à-dire, je collabore depuis pas le tout début, mais quasiment avec un compère qui s'appelle Nicolas Folio, qui est la personne qui est responsable de la mise en page et du graphisme de tous mes jeux imprimés. Les mini-jeux de rôle, je fais moi-même. Et en fait, lui, c'est son métier, donc il a beaucoup de compétences que je n'ai pas, et notamment un savoir-faire et surtout des idées
de comment présenter les choses de manière originale. Et en fait, c'est grâce à lui, le fait que pendant ce temps dans le métro, donc effectivement, qui est sous forme de plan, c'est lui qui m'a poussé à faire ça. Et c'est lui qui m'a vraiment ouvert les yeux sur ah ouais, mais en fait, je peux innover non seulement dans le contenu, mais aussi dans le format. Et c'est vrai que du coup, maintenant, j'ose, on va en parler ensuite, mais j'ose faire des trucs que j'aurais pas osé avant et qui sont aussi très, très, très stimulants dans le genre ah ouais, putain. Est-ce qu'on va réussir à faire un jeu de rôle sous ce format-là qui se Ça te déplie et donne tout. une contrainte créative. Ouais, Ouais, c'est c'est ça. super. Et tu vois, tu parlais de Éternel Samedi Soir tout à l'heure, donc qui est un jeu de boucle temporelle. Et un de mes projets, alors c'est vraiment dans je sais pas combien de temps, mais par exemple, c'est un jeu, j'aimerais bien, si un jour je le fais sous format imprimé, faire comment ça s'appelle? C'est un flexagone, ça s'appelle. C'est ces papiers que tu peux déplier à l'infini, tu sais, parce que ça fait des boucles. Ah, ok, ouais. Et tu vois, typiquement, voilà. En fait, maintenant, c'est ça la question que je me pose, quoi. C'est j'ai un jeu en tête. Sous quelle forme, quelle va être la forme la plus adaptée pour le présenter? Et en fait, c'est vraiment rare que ma réponse soit de se dire, bah, je vais faire un bouquin. C'est plus la réponse automatique en fait. Ouais, c'est bien. Je me dis ah ouais bah peut-être ça va être un fanzine, peut-être ça va être un truc à dérouler, peut-être ça va être et c'est hyper chouette aussi Ouais, t'as plus de limites de là-dessus. plus avoir ouais c'est ça de limite. Quand t'aimes le jeu indé, tout ça, de voir des propositions dans le format différentes aussi, c'est hyper intriguant. Enfin, t'as envie de ton jeu dans le métro, là, t'as envie de l'ouvrir la carte, t'as envie de visiter et tout. Ouais. Ça marche super bien. Ouais, puis moi j'adore aussi, tu vois, tomber sur. En fait, vraiment, moi je fais ça, mais j'allais dire mon rêve, c'est un peu pompeux de le dire comme ça, mais en tout cas, je kiffe tomber sur d'autres jeux, d'autres personnes qui ont aussi des formats un peu chelous et tout. Je me dis, ouais, c'est chouette quoi de voir que bah, je suis pas tout seul à faire des trucs chelous, mais aussi que j'ai l'impression, notamment sur Itch, qu'il y a de plus en plus de liberté en fait dans le format, l'apparence des jeux, les sujets abordés aussi. Et ça, c'est vraiment, ça fait plaisir quoi. C'est une bonne transition pour ma prochaine question. Tu fais une veille, tu as une newsletter Ouais. où tu te fais découvrir plein de jeux, en particulier des jeux indés. Et tu parles de beaucoup d'œuvres culturelles, beaucoup de littérature, de séries, de choses comme ça. C'est quoi tes influences principales? Est-ce que tu en as aussi, que ce soit en JDR, en littérature et même en musique? Ça aussi, j'imagine qu'on va en reparler après. Mais... Ouais, je pense que c'est assez rare qu'il y ait, ça m'arrive, hein, mais qu'il y ait une œuvre en particulier ou un truc où je me dis, ouais, ça c'est vraiment la pierre angulaire de mon prochain jeu. Et c'est vrai que quand je sors un jeu, j'ai toujours du mal à trouver, tu vois, des œuvres, on va dire, médiatiques qui entrent en résonance avec. Par contre, bah, en fait, ce qui m'anime, c'est les formes expérimentales aussi dans d'autres domaines. Ouais. Par exemple, j'adore le mouvement littéraire qui s'appelle l'Oulipo, donc l'ouvroir de littérature potentielle, qui sont en gros un groupe d'écrivains, ça existe depuis les années 60, et c'est un groupe d'écrivains qui fait de la littérature sous contrainte. C'est-à-dire, un des exemples les plus connus, c'est un écrivain qui s'appelle Georges Perec, qui a écrit un roman qui s'appelle voilà, La Disparition, où il n'y a pas une seule fois la lettre E. Et en fait, eux, leur argument, c'est de dire, mais en fait, tu te poses une contrainte comme ça, de l'extérieur, tu pourrais te dire, mais en fait, ça va être... ça restreint vachement ce qu'on va raconter. Et en fait, eux, ils disent, et je suis assez d'accord avec ça, non, pas du tout. En fait, le fait de se dire, ok, je peux pas essayer d'être eux, bah, je suis obligé d'aller chercher des mots que je serais pas allé employer sinon. Je suis obligé de me poser des questions sur l'intrigue, qu'est-ce que je raconte, etc. Et en fait, c'est vachement libérateur, quoi. Ça t'emmène vers des trucs imprévus. Et donc ça, c'est vrai que ouais, toutes les œuvres un peu comme ça à contrainte, quel que soit, voilà, que ce soit des films, que ce soit des musiques et tout. Ouais, c'est vraiment un truc que je trouve fascinant, quoi. C'est ce côté, quelqu'un va se mettre volontairement un bâton dans sa roue en se disant, grâce à ce bâton, je vais aller plus loin dans ma création avancer. Ouais, c'est ça. C'est vraiment de la un truc, contrainte mais la créativité, quoi. Exactement, c'est exactement ça, ouais. Si dans une envie de jouer, il y a quand même quelque chose qui existe et qui répond à tes besoins, tu vas l'essayer, tu vas le tester quand même. Tu vas pas Ouais, directement te dire, je vais créer mon jeu directement là-dessus. non, je sais qu'il y a pas mal de gens, et c'est sans doute d'ailleurs une manière de faire beaucoup plus intelligente, mais qui vont me dire, j'en sais rien, je fais un jeu de KPDP, du coup je vais éviter d'aller voir ce qui se fait, parce que sinon, soit je vais être déçu,
parce que je fais, genre en fait les autres trucs sont mieux donc je vais pas faire mon truc, ou alors je vais consciemment ou inconsciemment piquer des trucs. Moi j'avoue que je dis bah ouais en fait justement si je veux faire un jeu de KPDP, je vais d'abord lire un max de jeux de KPDP pour voir ce qu'ils font et puis m'en inspirer. Je trouve que pour le coup, c'est pas du tout un souci si tant est bien sûr que tu cites un peu tes sources et tout, mais ça peut te donner des idées quoi. Mais ouais, donc clairement, je suis souvent inspiré par d'autres jeux, moins souvent par d'autres œuvres en fait. Parlant de création, passons à cette trilogie du punk. C'est 3 jeux de rôle assez différents qui ont comme point commun de parler du punk de manière très large. Alors, je vais pas me lancer dans une définition de c'est quoi le punk, ce serait un peu compliqué et surtout je suis pas du tout un expert. Voilà, en vrai, moi je suis pas du tout un punk dans la vie de tous les jours. Loin de là, donc c'est peut-être un peu une espèce de pseudo-rébellion de petits bourgeois. Hein. C'est trop rêvé. Ouais, je sais pas, mais en tout cas, en fait, ça me fait marrer aussi de présenter ces jeux-là en mode un peu, justement, là aussi, le côté, tu vois, je vais proposer d'autres formats, d'autres manières de jouer. C'est un peu ça l'idée. Donc il y a 3 jeux, je sais pas, je peux vous les présenter un peu en détail. Ouais, bien sûr, Donc, le premier s'appelle X and the Punks. C'est un jeu, donc c'est un petit livret format A6 pour le coup, donc vraiment un petit truc qui tient dans la main. Il fait une 40aine de pages et c'est un jeu dans lequel on va en gros incarner des meufs qui font de la magie, des meufs vénères qui font de la magie. Ce serait un peu la tagline quoi. En fait, le jeu il te propose 4 cadres, 4 univers différents. Ça va du groupe de musique de punk évidemment à le groupe d'héroïnes interstellaires à bord de leur vaisseau, en passant vers une ambiance un peu plus Sonia et Conan, quoi, un peu plus Sword and Sorcery. Et le point commun, c'est qu'à chaque fois, donc tu as un cadre de jeu qui est une espèce de mini scénario très ouvert, dans lequel les héroïnes vont se confronter à un grand méchant. Et le grand méchant, c'est toujours une incarnation soit du patriarcat, soit du capitalisme, soit les deux. Et donc voilà, c'est vraiment un jeu défoulatoire qui a pas une portée idéologique folle, mais c'est un peu le côté ok, c'est des idéologies, voire des personnes auxquelles tu peux pas botter le cul dans la vraie vie. Ben là tu vas pouvoir le faire, donc parfois ça fait du bien et voilà quoi. C'est un système de jeu qui est à base de pièces de monnaie, donc en gros t'as 2 stats, X pour la magie et Punk pour le reste, et quand tu dois faire un jet, bah là c'est pas un jet de dés, c'est un jet de pièces, et donc tu lances les pièces et selon qu'elles retombent sur pile ou face, c'est réussi ou raté quoi. C'est des D2. Ouais, c'est ça, c'est des D2. Alors, j'avais testé avec des capsules de bière, mais ça marchait moins bien parce que ça tombe trop souvent sur Punk. Exactement. J'étais bien déçu d'ailleurs. Hein. Ouais. Et qu'est-ce que je veux dire, c'est un jeu sans MJ. Donc l'idée, c'est vraiment chacun et chacune autour de la table, on co-construit l'histoire ensemble en se basant un petit peu sur ce que le bouquin nous donne. Et il a été entièrement mis en page, illustré et imprimé à la maison par mon comparse Nimaël. Donc là, on est vraiment dans le DIY total, quoi. Nombre d'exemplaires limité, du coup. Et donc non, de toute façon, ouais, on peut. En fait, j'avais fait un premier tirage d'ailleurs avant le financement qui est complètement épuisé. Donc là, faut qu'on en refasse. Mais oui, c'est plus compliqué que juste payer un imprimeur pour le faire, quoi. C'est clair. Oui. Okay. Donc voilà, on jette ça, de c'est le l'argent premier pour jeu. lutter contre le capitalisme. Oh, ouais, exactement. En faisant de la magie, ce système magie hyper freeform quoi. C'est vraiment tu dis je fais tel sort et c'est parti. Et en fait ce que tu vas tester ou ce que tu vas explorer, c'est pas est-ce que tu lances le sort ou pas, c'est quels sont les effets secondaires ou imprévus que ton sort va avoir quoi. Okay. On est plus dans ce truc là. Et bien sûr voilà, pour des parties assez courtes, il y a quand même le propre de l'esprit punk, c'est quand même tu vas pas faire des parties de 4 heures, tu vas sans doute pas faire de campagne non plus avec ce jeu. C'est pas vraiment pensé pour ça quoi. Il me semble qu'il y a un actual play chez les copains de 2D6 plus cool. Tout à fait. Tout à fait. Et il y en a un ou deux autres qui sont dans les tuyaux, mais qui sont pas encore sortis. Ouais. Et moi j'avais une question parce que pour ceux qui te suivent, il y a un moment tu avais un projet de faire un jeu basé sur un jeu de mots, X and the City. Est-ce que c'est la réutilisation, c'est le recyclage un peu de cette idée? Ouais, tout à fait.
Tout à fait. Alors, Ex and the City, c'est un jeu que j'ai décidé de faire parce que j'ai lu un tweet à l'époque du camarade Shizumaru qui disait imagine les personnages de Sex and the City, mais en fait, c'est des écoles de magie. Non, c'est des classes de Donjons et Dragons. Et ça s'appellerait Ex and the City. Je me suis dit, ok, il faut faire un jeu à partir de ça. Obligé. Et obligé, quoi. Et donc, ouais, c'est complètement en rapport. Le projet est pas du tout abandonné, hein, il est toujours en développement. Mais Ex and the City, c'est la version d'une part plus longue. Parce que là, prévu pour faire du jeu en campagne, dans un décor, t'incarnes vraiment des trentenaires un peu cosmopolites qui, par ailleurs, font de la magie et là aussi se confrontent à des avatars du capitalisme ou du patriarcat. Mais avec peut-être moins de colère et de violence. Donc, en fait, c'est ça. Là, je sors la version plus nerveuse. Ouais. Donc c'est un peu le chaîne et gros riff de guitare. ouais, c'est ça. Donc c'est un peu le hack d'un jeu qui n'existe pas encore, quoi. Concept aussi. Ouais, Le deuxième jeu, c'est We Were Punks. Vous ouais, êtes c'est des ça. punks On était punk On était punk. en français. On était punk. Alors il est plus expérimental pour le coup. C'est également un jeu sans MJ, mais c'est aussi un jeu qui est plutôt pensé pour le mode épistolaire ou pour le mode écrit en tout cas. Ok. L'idée dans On était punk, donc tu vois, on parlait de nostalgie tout à l'heure et celui-là il est plus de ce côté-là. Dans On était punk, en fait, il y a une première, c'est un jeu qui se joue en 3 phases. Donc la première phase, c'est une phase en solo où t'imagines à partir de quelques amorces que tu trouves, où tu tombes sur un objet, un truc un peu, une collection qui appartient à quelqu'un, et que dans cette collection, il y a des choses qui évoquent un groupe de punk. Et donc, tu vas commencer à enquêter un petit peu, ou en tout cas à te poser des questions, et te rendre compte que, voilà, apprendre l'existence d'un ancien groupe de punk, découvrir un peu la vie de cette personne dont tu as trouvé les possessions, éventuellement aller à sa rencontre et tout. Et puis, à un moment, tu te rends compte que, en fait, t'es pas tout seul dans ce cas-là, qu'il y a d'autres personnes qui s'intéressent à cet ancien groupe de punk. Et là, on passe à la phase 2 où tu vas prendre contact avec d'autres personnages qui sont donc les autres joueurs et joueuses. Et en fait, vous allez, pareil, vraiment enquêter en commun sur c'était quoi ce groupe, c'était qui, inventer en fait ensemble toute une espèce d'historique et de mythologie de ce groupe de punk, quoi. En échangeant des anecdotes et tout. Et puis des concerts, tout ça. Donc ouais, c'est ça. ouais, c'est Exactement. Et l'idée, c'est que idéalement, à la fin, ça débouche sur une création. C'est-à-dire que tu vas créer un truc en hommage à ce groupe qui n'existe pas. Donc ça peut être ça peut être juste un post sur les réseaux sociaux, mais ça peut être pourquoi pas on recrée je sais pas un poster ou une pochette d'album ou un truc comme ça. Ou un morceau. Et ou un morceau. Si c'est des vraiment musiciens chaud, quoi. qui jouent. Ouais. Alors, je précise, tout ça, c'est un jeu que j'ai écrit avant l'avènement de l'intelligence artificielle. Et c'est vrai que, tu vois, en disant ça, je me dis, il faut que je rajoute un truc de. En fait, si tu crées un truc, par contre, tu vas pas le faire avec de l'IA parce que vraiment, Parce que c'est punk. c'est que t'as pas compris le jeu, je pense, si tu fais ça, quoi. Donc, ce que je veux dire, ouais, et il y a une troisième phase optionnelle qui est qu'une fois que t'as fait ça, en fait, il y a aussi tout un bail avec un fanzine dans lequel qui parlait de ce groupe de punk et d'autres groupes. Un fanzine qui s'appelait Ta mère est une punk et qui n'existe pas non plus. Et l'idée, c'est que tu peux potentiellement, dans une troisième phase, te retrouver avec d'autres groupes de joueuses de On était punk, qui, tu vois, un autre groupe qui a enquêté sur... un autre groupe de joueurs qui a enquêté sur un autre groupe de punk, et ensemble, en fait, recréer non plus l'histoire du groupe de punk, mais l'histoire du fanzine. Et donc là, vraiment, basculer dans un truc de création collective et de récit collectif, quoi. Et voilà, et donc plutôt par écrit, mais après, rien n'empêche de faire autrement, quoi. Ça a l'air ambitieux comme ça, quand tu le décris en tout cas. C'est vrai que Honnêtement, après, ça c'est le, tu vois, ce serait le kiff si on arrivait jusque là. Après, en vrai, ça se résume à, tu vois, une partie en solo où t'écris un petit peu, voire même tu racontes dans ta tête, et après des échanges de messages entre potes, quoi. Donc c'est pas si compliqué que ça. Mais c'est clair que ouais, là ça sort assez radicalement des sentiers battus dont on a l'habitude, quoi. Je dis ça aussi parce que tu mets sur la couverture de 2 à 77 joueuses. Donc Ouais, ça c'est aussi pour la blague avec le Ouais. 1977. Une bonne partie de jeu de rôle à punk. 77.
Mais en vrai, pourquoi pas, tu vois. Tu sais, si tu cumules Ouais, l'histoire, comme tu ouais. dis, avec un fanzine après et tout, enfin, Bah s'il ouais, y a c'est ça. plusieurs groupes Ouais, finalement, ouais. au Un final, fan club. 70 personnes qui jouent, c'est possible. Chaque fois que tu rejoins, tu réunis des groupes de joueurs, tu fais un nouvel opus du fanzine ou un Ouais, c'est truc dans le ça. genre, ouais, tu moyen de Ça, faire ça des implique trucs. qu'il y ait une trace écrite de toutes les parties qui existent du jeu. Bah, on a mis sur pied, je dis «on» parce que c'est un jeu que j'ai co-créé Oui, avec, Lisa Banana. disons-le. Mhm. Et on a mis sur place un dossier Dropbox, donc qui n'attend que les contributions des joueurs et des joueuses. Ouais, parce que j'ai pas précisé. Donc déjà, ouais, c'est un jeu que j'ai co-créé avec Lisa Banana, qui a entièrement, alors elle a pas imprimé à la maison, mais par contre, elle a fait toute la mise en page elle-même. Oui, je voulais qu'on parle un peu de ça. Justement, c'est des collages ou c'est. Ouais, c'est Tu ça, peux c'est des nous collages. raconter En un peu? fait, Ouais, d'accord. elle est allée choper des archives de fanzines de punk des années 70-80, de vrais fanzines, dans des fanzinothèques. Et elle a fait des collages et tout. Et c'est vraiment, j'ai les originaux à la maison. C'est vraiment du tube de colle découpé et tout. Donc Ok. ouais, c'est très stylé. Et oui, ce que j'ai pas dit aussi, c'est que les trois jeux, donc les deux dont on a parlé, puis le troisième, ils sont déjà dispo en ligne Oui, oui, sur oui. ma page Ouais, Itch, et ils sont dispo C'était gratuitement. le twist final de l'interview, mais Ah là là, non, mais oui, voilà, oui, j'ai bien sûr. vendu le twist avant la fin. Ouais, bonne ils sont soirée. dispo gratuitement. Enfin voilà, pour le coup, pour tout un tas de raisons qui dépassent un peu ces jeux-là en tant que tels, mais dans le cadre de jeux autour de l'idéologie punk, ça me semblait assez logique quand même à minima, que les versions numériques soient gratos. Je me voyais mal faire autrement, quoi. C'est ça. Et puis en fait, là, le financement, c'est vraiment pour imprimer les jeux, en fait, tout simplement. Avoir Ouais, les versions physiques des 3 jeux. ouais, c'est vraiment ça, ouais. Et du coup, on parle du troisième. Eh bah oui, vas-y. Alors, je te laisse dire le titre toi-même. Alors le troisième, il s'appelle Sex Violence Caca 3, Rébellion sur la planète Étron. Euh, voilà, est-ce que j'ai vraiment besoin d'en dire plus? Ouais, Je je vais crois en que dire un peu tout est plus. dit, effectivement. Ah bah, il y Le avait pitch est un là. twist, non? Alors, ouais, Au moins attends. sur le format. Tout à fait, tout à fait. Donc en fait, Sex Violence Caca, c'est un jeu. On est vraiment sur un autre aspect du punk, qui est vraiment plus l'aspect, tu vois, un peu mauvais goût, repousse des limites aussi à ce niveau-là, puisque c'est un jeu qui est délibérément et très volontairement assez dégueulasse, hein, je crois qu'on peut le dire. On peut le dire. Là, j'ai tout fait moi-même, y compris les illustrations, et comme je sais pas dessiner, c'est vraiment atroce. Et l'idée, c'est que tu joues. Donc, c'est un jeu avec MJ, mais dans lequel le MJ est vraiment l'adversaire. Le MJ joue le maître, et le maître, bah, il règne en maître sur la planète Étron. Et il a des esclaves, et donc les PJ, c'est les esclaves qui décident de se rebeller contre ce maître et de lui faire la peau, quoi. Et donc vraiment, tu vas jouer dans un monde complètement dégueu, des personnages qui sont eux-mêmes assez dégueulasses, et il y a quand même ce côté de renversement du pouvoir, quoi. C'est vraiment pensé pour des one-shots assez courts, hein, clairement. Si vous Il n'y faites a pas une de campagne de campagne. ce jeu, je sais pas si j'ai envie de parler avec vous, vous êtes bizarre. Et là, le système de jeu, c'est pierre-feuille-ciseau. Sauf qu'au lieu de pierre-feuille-ciseau, c'est sexe, violence et caca. Il y a des gestes pour chaque. Voilà. Puis il y en a dans les règles, il y a une petite roue comme ça, des équivalences. Donc je sais plus ce que c'est d'ailleurs. Le sexe est plus fort que le caca, qui est plus fort que la violence. Un truc qui est plus fort que le sexe. Un truc comme ça. Et donc c'est vraiment, tu fais 1, 2, 3 et tac. Donc voilà, c'est un jeu assez rigolo. Franchement, moi j'ai fait des parties. Alors faut y jouer avec des gens qui n'ont pas peur, tu vois, d'aller dans le mauvais goût, mais je précise, et c'est précisé vraiment dès la deuxième ligne du jeu, que par contre, c'est un jeu dans lequel il faut évidemment faire attention à tout ce qui est sécurité émotionnelle, Mhm. et clairement, c'est pas un jeu qui est fait pour donner une carte blanche au connard pour faire des trucs Tu fais bien de préciser, effectivement. dégueux, mais dans le sens vraiment, voilà, moralement horrible, quoi. À la base d'ailleurs, parce que c'est un jeu que j'ai écrit il y a quelques années, c'était un peu l'ambition, quoi. Je l'ai écrit à l'époque de quand la carte X commençait à être un peu introduite dans le milieu rôliste, et qu'il y avait des gars qui râlaient et tout. Et en fait, mon idée, c'était de dire, bah regardez, en fait, si vous voulez jouer à des jeux qui repoussent les limites, etc., bah en fait, c'est complètement possible sans mettre les gens autour de la table mal à l'aise, ou en tout cas Ouais. pas plus qu'ils ne l'ont décidé. Et ça marche très très bien pour ça, quoi. C'est-à-dire que tu t'assois pour faire une partie de ce jeu. Tu vois, le titre, il est volontairement provoque, mais c'est aussi le côté, bah en fait, tu sais à quoi tu joues,
tu sais à quoi t'attendre. Et donc à partir de là, si tu t'assois et que t'es OK pour jouer, tu seras pas déçu du voyage, mais tu l'auras choisi, quoi. Et on parlait des formats au début d'émission. Celui-là, il est dans un format particulier aussi. Ouais, parce qu'en fait, quand j'ai sorti le jeu, donc il y a bien longtemps, j'avais essayé de l'écrire sur du papier toilette. Et en fait, vous pouvez essayer chez vous de prendre un stylo et Compliqué. d'essayer d'écrire sur du papier toilette. C'est la grosse galère. Et donc en fait, j'avais juste agrafé. J'ai un exemplaire chez moi où c'est des feuilles de papier agrafées du papier toilette. Bon. Et là, tu vois, je réfléchissais. Je me suis dit pour le full lancement, je peux pas refaire ça. Ça va être trop chiant de les faire à la main et tout. Et donc, tu vois, le game design, la création de jeux de rôle, parfois, ça t'amène dans des choses que tu ne pensais pas faire un jour. J'en cherchais sur un moteur de recherche, impression de texte sur papier toilette. Ça se fait donc. Et donc ça se fait, tout à fait. Tout à fait. Je vais les recevoir d'ailleurs un peu avant le début du full lancement, mais j'ai contacté un imprimeur hollandais qui va donc imprimer le jeu sur du papier toilette. Donc en fait, tu auras plusieurs exemplaires du jeu par rouleau, donc je vais pas Oui, vendre. bah oui. C'est le je jeu vais pas fait 9 vendre un. pages. Le jeu fait 9 feuilles, 9 feuilles, oui, du coup. pour être exact. C'est parce que Triple c'est pas épaisseur. recto verso. Ah oui, t'as pris du Non. bon quand même. Ah bah attends, je me moque pas de la clientèle. Mais ouais, c'est ça. Et un rouleau de PQ, en moyenne, c'est 300 feuilles, donc vous pouvez faire le calcul. Je pense que j'aurais du mal à résister au fait de, tu vois, sur notre stand, d'avoir un dévidoir, quoi, et de demander aux gens combien d'exemplaires ils veulent. Je pense que clairement, ça va être, ça va s'orienter par là, quoi. Mais ouais. Donc voilà, le premier jeu de rôle. Alors honnêtement, j'ai pas fait tant de recherches que ça, donc peut-être que ça a déjà été fait. Mais je pense qu'il y a quand même assez peu de jeux qui existent imprimés sur du papier toilette. Donc je suis assez content de pousser la blague jusqu'au bout, j'avoue. Et puis en plus, voilà quoi, c'est le jeu. S'il te plaît pas, au moins tu peux en faire un autre usage pratique, ce qui n'est pas le cas de bien des jeux de rôle. Bah écoute, c'est du jamais vu, moi. Je connais pas. C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. J'ai hâte d'avoir un exemplaire à la maison. Mais Après, il tu sera vois, utilisable le papier aussi. Tu peux vraiment le faire. après oui, tu mais en tu fais ce feras que un tu jeu. veux. Si et vraiment les gens n'aiment pas ton jeu, quoi. Ouais, Bah c'est ça. peut- Après chacun a ses raisons d'acheter un jeu. Je ne juge, on juge pas. Peut-être qu'ils ont tellement joué qu'ils le connaissent par cœur, ils ont plus besoin de Ah la ouais, trace c'est ça. écrite. C'est ça. Ils Mais, ont lu aux toilettes. mais tu vois, voilà, ça, en fait, vraiment, j'ai une tendresse particulière pour ce jeu parce que je trouve qu'il c'est vraiment le jeu où je vais à fond, tu vois, dans ces principes d'expérimentation, de what the fuck, de format chelou. Ouais. Et en fait, ça me plaît beaucoup le côté de dire c'est à la fois une grosse blague et en même temps, en fait, c'est un jeu qui est complètement jouable. Je l'ai Ouais, c'est un testé vrai jeu, plusieurs quoi. fois pour, Ouais. pour que les règles tournent et tout. Enfin, c'est une blague, mais c'est pas que une blague, quoi. Ça, c'est quand même un truc qui me, ouais, c'est quand même un truc qui me tient à cœur, quoi. C'est de dire ok, je fais des trucs, parfois c'est n'importe quoi, mais par contre c'est quand même fait sérieusement, quoi. C'est fait sérieusement, je suis allé au bout du concept et c'est drôle, c'est fun, c'est jamais vu ailleurs, mais par contre, je me fous pas de vous, quoi. On peut parler de ça un instant, s'arrêter là-dessus. Est-ce que c'est des jeux que tu as testé beaucoup avant de les proposer ou... Ouais. Alors, ça Beaucoup, entre dépend. guillemets, hein. Ouais. Très honnêtement, ça dépend. On était punk, je l'ai jamais testé. On a voilà, comme c'est du jeu écrit, on a quand même avec Lisa Écrit un une peu, expérience quoi. du jeu Ouais. écrit et tout. Donc voilà. Et puis en fait, il y a aussi ce truc de j'ai fait, tu vois, depuis je parlais de 2020 tout à l'heure, mais en réalité, ça fait presque, en comptant les petits jeux, ça fait presque 10 ans que j'écris des jeux. J'en ai écrit quasiment une centaine. Et il y a un moment où quand même je sais pas comment dire, t'acquiers des trucs, quoi. C'est-à-dire, tu te dis, ok, là, ça, j'ai pas besoin de le tester pour savoir que ça marche. C'est toujours mieux de tester, hein. Attention, si j'avais pu faire une campagne par écrit, j'ai essayé de lancer le truc, ça va pas, voilà. Mais parfois, c'est moins nécessaire. Violence Sex Caca, enfin, Section Caca, pour le coup, je l'ai pas mal testé parce qu'en plus, il a eu plusieurs versions. C'est pour ça que c'est le troisième du nom. 3. Ouais, parce que vraiment, tu vois, il y avait vraiment le côté, non, mais celui-là, il faut qu'il marche, quoi, pour pas que les gens se disent ok, je l'ai acheté pour la blague, mais en fait derrière le jeu est pas terrible. Ça m'aurait déçu que les gens pensent ça, quoi. C'est vraiment pour la version, c'est pas pour le nombre d'épaisseur du format d'impression. C'est ça, ouais. Et ouais, Extend the Punk, je l'ai pas mal testé aussi.
Après, c'est des jeux qui restent des jeux de petit format dans tous les sens du terme, c'est-à-dire qu'ils sont faits pour faire des parties courtes. Ils n'ont pas une ambition démesurée au-delà de, comme je disais tout à l'heure, du cadre restreint qui se fixe. Mais c'est vrai aussi, et ça, je le dirais sur la page de full lancement, et je pense qu'il faut en être conscient, c'est pas forcément des jeux qui s'adressent aux débutants. Ou aux néophytes, clairement, voilà, ne commencez pas le jeu de rôle avec Sex Violence Caca, s'il vous plaît. Voilà. Encore que, honnêtement, comme c'est un jeu avec MJ et tout, c'est peut-être le plus abordable. T'as même une trame de scénario qui est fournie sur la dernière feuille et tout. Mais typiquement, X and the Punk, c'est du jeu sans MJ qui te tient pas beaucoup la main. Voilà, c'est le côté un peu autogestion du punk, quoi. Donc, tu te lances pas dans l'autogestion du jour au lendemain quand t'as travaillé en entreprise toute ta vie. Bah, là, c'est un peu la même chose. C'est très bien d'avoir d'essayer de faire ça, mais c'est pas des jeux que je recommanderais aux gens qui n'ont pas l'habitude de ces formats-là, quoi. Je préfère être honnête là-dessus. Non, mais tu fais bien de le dire. C'est pas pour des jeux pour tout le monde. Et comment est née l'idée de cette trilogie? Qu'est-ce qui lie les jeux entre eux? Est-ce que c'est l'univers? Est-ce que c'est le système? Est-ce que c'est le thème? Est-ce que, du coup, dans ce thème de punk, qu'est-ce que ça signifie pour toi et qu'est-ce que ça signifie dans ces jeux? Alors, comment ils sont... Je vais peut-être te dire voilà, comment est née l'idée de la trilogie, parce que c'est ça qui explique le reste, on va dire. En fait, ça a commencé avec la trilogie précédente. Moi, je fais comme George Lucas. C'est-à-dire qu'en fait, il y a 2 ans, j'ai sorti 3 petits jeux qui sous un nom parapluie qui était la trilogie de la vie. Et en fait, c'était un peu le même principe de sortir vraiment des très petits jeux sous des formats différents, en l'occurrence de différents types de pliage et tout. Et en fait, je me suis dit que c'était un rythme que j'aimais bien de une année sur 2 sortir un gros jeu et une année sur 2 ressortir en fait parmi les dizaines de plus petits jeux que j'ai créés, en ressortir des placards en me disant ceux-là, je pense qu'ils méritent d'être mis en avant et de réfléchir à comment les présenter. Donc voilà, dites-vous que ça veut dire que j'ai quand même sélectionné Sex Violence Caca pour le mettre en avant, quoi. Et du coup, j'avais plusieurs idées de trilogie comme ça pour suivre la trilogie de la vie. Alors j'avais par exemple, la première idée qui m'est venue, c'est la trilogie de la mort. 3 jeux sur la mort, ça aurait pu être ça. Et en fait, on parlait de X and the Punk tout à l'heure. Et c'est parti de ce jeu-là, c'est-à-dire que X and the Punks, à la base, je comptais pas du tout le sortir sous cette forme-là, et c'est Nimael qui est venu me chercher en me proposant de faire la maquette. Et une fois que j'ai vu en fait son travail magnifique, je me suis dit non mais là, il faut le sortir il faut faire quelque chose. En plus, il me proposait de l'imprimer lui-même et tout, donc je me suis dit bon bah ok, du coup la prochaine trilogie, ce sera la trilogie du punk. Et à partir de là, je suis allé chercher dans mon backlog, quoi, en fait, quel jeu pouvait correspondre dans tous les sens du terme, c'est-à-dire correspondre à ce terme-là, mais aussi des jeux qui correspondent entre eux, tu vois, qui dialoguent entre eux sur qu'est-ce que c'est le punk, qu'est-ce que c'est différentes manières de repousser les frontières. Et en fait, j'aimais bien cette idée qu'il y a ce thème un peu vague. Tu vois, je le disais tout à l'heure, clairement, je ne vais pas définir. Je pense que quasiment personne ne serait capable de définir qu'est-ce que c'est exactement le punk. Ouais. Mais on en a tous et toutes à peu près une idée plus ou moins précise. Et ouais, c'est 3 visions du truc, quoi, en fait. Tu proposes 3 définitions du punk. Exactement. Oui, quelque part, on peut voir. C'est vrai, ouais, il y a un peu de ça. Parlant des jeux, donc le X and the Punk, tu joues donc un groupe de punk. Ensuite, We Were Punks, tu joues des gens qui enquêtent sur un groupe de punk. Ça peut tout à fait être le groupe qu'on a joué précédemment, pourquoi pas. Ouais, tout à fait. Et après, Sex Violence. Et après, vous êtes envoyé sur la planète Étron, et là. Ouais, c'est la suite. Ou alors, peut-être que le lien est plus compliqué, mais. Non, la révolution est née parce qu'on a retrouvé des vieux fanzines punk Ah ouais, sur la planète. qui ont soufflé un vent de liberté. Ou la musique, ouais, tout à fait. Autre chose aussi, je voulais qu'on parle un peu de ça, c'était tu sors le jeu en français et en anglais en même temps. Ouais, tout à fait. Ça, c'est un truc que j'ai toujours fait. C'est facilité par le fait que je suis prof d'anglais dans la vie réelle, donc ça me donne un certain nombre de facilités pour la traduction. Oui, pour ce qui est de l'impression, du coup, tu imprimes en 2 versions. Tout... Ouais, c'est ça. J'imprime en 2 versions, autant que possible, vraiment d'extrêmement rares exceptions près, j'imprime en France. Et en fait, la version des jeux en anglais,
c'est un sujet un peu, comment dire? Je suis toujours en pleine réflexion là-dessus parce que il y a un côté, c'est cool, du coup pareil de faire découvrir des nouveaux formats, de nouvelles façons de jouer, à un public, plus large. Mais c'est vrai que ça demande quand même, beaucoup plus d'efforts sur le plan logistique, sur le plan, voilà des envois, des machins, des coordinations. Souvent je collabore avec ce qu'on appelle des distributeurs diffuseurs, aux États-Unis, Mhm. donc qui vont eux-mêmes, voilà faire les envois et tout, mais Ok. c'est quand même, voilà, ça c'est la partie vraiment, moins rigolote de la création, c'est les tableaux Excel, c'est les machins et tout. Ok. Mais en toute honnêteté, en fait, quand je fais un financement, les 2 tiers des gens qui financent, c'est des anglophones. Et donc, D'accord. typiquement pour des jeux comme Pendant ce temps dans le métro, pour des jeux comme l'Hôtel du Lion Rouge, qui est un jeu de rôle sous forme de cartes, Mhm. et en fait, imprimer des cartes, c'est beaucoup plus cher qu'imprimer un bouquin. Bah, si j'avais pas un public anglophone derrière, sans doute que je pourrais pas me permettre justement de faire des formats aussi qui sortent Originaux. autant des clous, aussi Mhm. originaux, parce que la somme des gens qui me suivent et qui soutiennent mon travail en France suffit pas pour ça, quoi. Donc c'est même un passage obligé finalement de le sortir en anglais, hein, de toute façon. Ouais, ben après, je pourrais tenter, tu vois, et sans doute qu'un jour je tenterai et je me dirais, ok, bah là, j'ai l'impression que finalement, j'ai suffisamment je sais pas, de poids, on va dire, pour faire le truc en français. Mais voilà, ce moment n'est pas encore venu. Du coup, tu crées en français et tu traduis ou tu crées en anglais directement? La plupart du temps, c'est du français vers l'anglais. Je pas, je le fais. Il y a eu des exceptions. 2 étés, je l'ai fait d'abord en anglais, par exemple. Je pourrais pas Ok. te dire pourquoi exactement. Pareil, alors là, c'est pour des questions plus de contraintes, mais j'ai participé à des jams de création avec un nombre de mots limité, par exemple des jeux en 36 mots. Oui, oui, tout à fait. Et là, L'année souvent, je dernière, il y les avait ai. ça, oui, oui. Ouais, c'est ça. Là, cette année, c'est 48. Ils ont relancé le truc. Une extension en plus, quoi. C'est ça, exactement. Et en fait, là, souvent, je les écris en anglais parce que, voilà, c'est plus Bah, pratique si la jam est en anglais de base, quoi. Bah, en plus, c'est ça aussi, quoi. Ouais. Ouais, puis c'est vrai que quelque part, il y a des fois, c'est le plus concis en termes de mots, où les mots peuvent aussi porter plusieurs sens. Enfin, il y a tout un truc sur l'anglais L'anglais aussi. plus Mm. Ah efficace, bah ouais, peut-être. ouais, complètement. Quand t'es sur des logiques de contraintes en termes de taille, que ce soit par nombre de mots, que ce soit la taille, en gros, ce que tu peux caser sur la page. L'anglais, on dit, en général, ce qui est dit, c'est, je crois que il y a une différence de 20 à 30% de nombre de mots entre l'anglais et le français. Et c'est assez, Oui, c'est assez vrai en C'est vrai, général. ouais. Ouais, ouais. j'avais entendu qu'il fallait Euh, faire presque fois 1,5 pour pour passer de l'anglais au français en termes de Ouais, volume. ça dépend ouais, ça dépend, mais voilà, ce qui est clair, c'est que le français est plus bavard, on va dire, en termes de nombre de mots. Voilà, c'est pour ça que sur ces jeux-là, souvent, je commence par l'anglais. Mais après, honnêtement, il n'y a pas il y a pas une méthode où c'est pas genre tel style ou tel type de jeu. C'est vraiment comme ça vient, quoi. Et pareil dans ta méthode, je voulais parler un peu de ça, non? De ta méthode de création de jeu. Est-ce que tu fais les jeux pop comme ça ou comme on le disait au début, c'est vraiment un format qui t'inspire et puis Ça, ouais, souvent les jeux pop comme ça, c'est quand même un peu le truc. Après, voilà, il y a quand même assez souvent. Moi, j'aime bien fonctionner avec des contraintes, des trucs de jam et tout. Enfin, tu vois, qui vont te forcer un petit peu la main et puis te mettre une deadline aussi, ce ouais, qui est parce que toujours pas ouais, mal. tu fais bien de le noter parce que j'ai l'impression que tu sors beaucoup de jeux, enfin vu de là, enfin de mon point de vue, j'ai l'impression que tu sors Ouais. beaucoup de jeux et que ça pop comme ça comme si et puis quand tu t'expliques pourquoi tu as sorti ces jeux, c'est comme si c'était, bah, il y a un mois, je me suis réveillé, j'ai eu cette idée et puis un mois après, le jeu existe, quoi. Tu as pas tout cette alors peut-être je me trompe totalement, tu me diras, une maturation, tu vois? Le mec, il met 2 ans à écrire son jeu. Ben, ça dépend vraiment. En fait, la réalité, c'est que c'était le cas au début, c'est plus vraiment le cas maintenant. C'est-à-dire que c'est très rare que je bosse sur un seul jeu à la fois. Souvent, tu vois, je vais avoir 4-5 jeux en cours
que ce soit des Ah jeux oui. longs ou pas d'ailleurs. Ouais, des projets au long cours peut-être aussi justement, qui mettent Ouais, c'est plusieurs ça. années à aboutir. Et du coup, voilà, typiquement, il y a des trucs qui mettent. Voilà, là, l'Hôtel du Lion Rouge qui vient de sortir, j'ai mis quasiment 3 ans à le sortir. Ex and OK. the City, dont on parlait tout à l'heure, c'est pareil. Et à côté de ça, bah, il y a des trucs beaucoup plus courts qui vont sortir effectivement de manière beaucoup plus facile. Ou alors, en fait, j'étais en train de bosser sur 3 projets à la fois. Et puis, il se trouve que bah, là, d'un seul coup, c'est celui-là qui avance. Donc c'est par vague quoi. Mais après c'est vrai Oui. que c'est l'avantage des formats courts, c'est-à-dire le côté bah en fait j'ai une idée de système de règles qui a pas besoin d'être très compliqué parce que de toute façon j'aurais pas la place de le développer beaucoup et donc bah j'ai un travail qui est bien moindre à Ouais, fournir pour typiquement le 48 mots, bah ouais c'est ça. Alors après il y a quand même un truc de de prise de peaufinage et tête pour que tout. ça rentre. Oui, c'est ça. Ouais, et puis souvent dans les jeux très courts comme ça, il y a beaucoup de choses qui passent par l'apparence visuelle aussi, quoi. Ouais, Ce tout que à tu fait. peux pas exprimer par des mots, tu vas utiliser la mise en page, tu vas utiliser le visuel et tout. Mais c'est vrai que des fois ça peut aller vite. Je sais pas si c'est à ce jeu-là que tu faisais allusion, mais un exemple extrême de ça, c'est je suis chez un pote, on discute, on se rend compte que Conan le barbare et Détective Conan, ils ont le même prénom. Ah oui, Et je me dis, c'est ça, ah ouais. putain, mais faudrait faire un jeu autour de ça, c'est génial. Et en fait, vraiment, tu vois, genre, sur le chemin le soir, j'y pense, il y a un système de jeu qui me vient en tête. Et en fait, comme je suis en vacances, bah, je passe une journée à mettre le truc en page. Alors là, je l'ai pas testé pour le coup. Et c'est vraiment genre, j'ai l'idée, et 5 jours plus tard, hop, ça fait un jeu, le jeu en une page, il est là. En fait, dit comme ça paraît ouf. Mais en réalité, bon voilà, comme je disais, j'étais en vacances, donc vraiment j'avais que ça à foutre de perdre du Ouais, temps si à on faire veut. ça, quoi. D'accord. Et tu vois, c'est une page, c'est beaucoup de paragraphes de texte. Je suis allé choper un graphisme d'épée, un graphisme de loupe et point barre. Donc en fait, dans le format jeu court, ce que j'aime bien, c'est ce truc-là aussi, quoi. C'est de se dire, si tu regardes un peu le gars le plus connu dans ce domaine-là, c'est un Grand créateur O8. britannique, voilà, qui s'appelle Grand Ah O8, oui, qui fait des jeux en j'y une page. pensais. Ouais, c'est Et ça. tu vois, lui, il se fait pas chier du tout avec la mise en Ouais, page, puis il quoi. se C'est force à en faire un par mois, il me semble, c'est ça sa règle ouais, c'est ça. Il se force à en faire un par mois. Et bon, ben voilà, quand on fait un par mois, en fait, tu vas pas commencer à faire des mises en page chiadées et tout, quoi. C'est sûr. C'est là où on retrouve un peu cet esprit punk un petit peu, quoi. C'est-à-dire le côté, bah en fait, j'ai une idée. Enfin, c'est plus du côté du fanzine que du punk d'ailleurs. C'est j'ai une idée. Je fais le truc vite fait mais bien fait, enfin tu vois, je le fais quand même sérieusement quoi, avec au minimum avec du cœur, avec des tripes et tout, et je le sors et en fait j'ai pas besoin d'attendre, déjà j'ai pas besoin d'attendre qu'il y ait un éditeur qui vienne et qui me prenne le truc et tout, mais même j'ai pas besoin d'attendre 5 ans que l'idée elle mature et tout, c'est bien pour certains projets, mais il y en a d'autres, il faut que ça sorte comme ça quoi. Ça me fait un parallèle avec j'entends actuellement des auteurs de BD français qui retournent vers le fanzina justement pour avoir plus d'objets physiques, se détacher des éditeurs qui prennent vraiment beaucoup de pourcentage, enfin vraiment un retour à ce qui les a fait connaître en fait, l'amateurisme, la vente au détail, le côté totalement indépendant tout simplement. Ouais, c'est Et ça, bah c'est marrant que c'est t'en vrai parles dans que le jeu de rôle aussi quoi, c'est peut-être ouais, bah moi, bon, voilà, l'aspect financier est moins déterminant, puisque de toute façon, je ne vis pas et je je dis ne pas vivrai ça, bien jamais sûr. du jeu de rôle. Donc voilà, et d'ailleurs, on citait au début de l'interview un de mes jeux qui s'appelle Cité Abîmée, pour lequel j'ai collaboré avec les éditions Dystopia, et franchement, c'était une super expérience, et ça a apporté des trucs au jeu, et notamment voilà, en termes de correction, de peaufinage et tout, que j'aurais pas fait par moi-même. Donc c'est très bien parfois de passer par des éditeurs. Après, c'est vrai que moi, ce qui me séduit dans le fait de faire les choses moi-même, et ça m'étonne pas du tout ce que tu dis sur voilà, les auteurs qui reviennent vers l'imprimé et tout, c'est il y a vraiment une espèce de magie de l'immédiateté, quoi. Tu vois, là on disait, voilà, j'ai une idée de jeu, je sors le truc et tout, et en fait, maintenant que les moyens d'impression sont quand même très largement accessibles au grand public, tu peux avoir cette dernière étape qui est assez immédiate aussi, quoi. C'est j'ai une idée de jeu qui tient en quelques pages, ou une carte postale, ou je sais pas quoi.
Et en fait, je fais la mise en page. J'ai même pas besoin de faire un truc très, très chiadé. Peut-être même que je vais coller les trucs à la main sur une feuille, quoi. Ou je vais utiliser un logiciel un peu basique de mise en page. Je colle deux, trois images libres de droit. Je débourse, si c'est des petits formats, ça coûte. L'avantage, c'est que ça coûte pas très cher non plus, quoi. Je débourse un peu. C'est ça. Et en fait, après, le jeu, il existe, je le tiens dans ma main, et tout ça, ça peut être en quelques mois, quoi. Et ouais, clairement, tu vois, ça m'étonne pas du tout que on est quand même, voilà, dans un moment où on est de plus en plus tourné vers le numérique sur tout un tas d'usages. Il y a un vrai kiff à revenir vers des trucs très concrets, très matériels, Tout à fait, ouais. voilà. J'imagine que c'est un peu aussi comme dans l'auto-édition, c'est-à-dire que Ouais. porter un projet, aller le pitcher, voir s'il va t'accepter, etc. C'est aussi une démarche qui peut être lourde, tu peux avoir pas mal de refus, pas mal de portes qui se ferment, etc. Alors que là, tu décides par toi-même d'y aller et puis vaille que vaille, quoi. Enfin, Ouais, c'est ça. Après, il faut du coup accepter ce truc de, bah en fait, si tu fais tout par toi-même, en fait, comment dire, que parfois les refus ils sont légitimes, quoi. Et que si tu fais tout Évidemment. par toi-même et que tu distribues ton truc et tout machin, peut-être ça va se planter en fait. Et faut accepter ça. Tu vois là, typiquement, les trois jeux dont on a parlé, bon, c'est quand même des propositions qui sont loin d'être mainstream. Et si ça se trouve, je lance le truc et en fait, ça marche pas du tout et ça se plante, etc. Et en vrai, je suis ok avec ça, quoi. C'est-à-dire, je suis ok avec le fait que ça reste une prise de risque, que si je le fais, c'est pour me faire d'abord plaisir à moi. Et bah, si ça marche pas, ça marche pas. Et les jeux, ils existeront en version Ils existent numérique. déjà, les jeux. Ouais, c'est ça, C'est ça. ils existent déjà, quoi. Donc c'est la vie, mais c'est vrai que ouais, clairement, la création indépendante, c'est aussi se dire que quand tu sors des trucs, bah, une fois sur deux, tout le monde s'en fout, et l'autre fois sur deux, peut-être que en fait, les gens vont prendre ton jeu et vont dire ah, bah désolé, mais en fait c'est pas terrible, quoi. Ouais. Et c'est légitime aussi, quoi. Mais c'est vrai que je pense que c'est important de se dire ça et de pas se fixer des attentes démesurées. Et là encore, le format court et son côté immédiat, je trouve, aide à ça. Parce que quand tu sors un jeu par mois, évidemment qu'il y en a que tu vas aimer plus que d'autres, auxquels tu vas attacher plus de valeur que d'autres. Mais globalement, bah, tu as toujours un peu la tête dans le jeu suivant. Donc en fait, s'il y en a un qui marche pas, c'est pas grave. Le prochain fonctionnera. C'est pour ça que tu en sors 3 en même temps, là. Exactement. Pour qu'il y en ait au moins un qui fonctionne. Qu'il y en ait au moins un qui marche. Ouais, c'est ça. Non, mais donc c'est ça. Et puis bon, au pire, ça marche pas. T'auras peut-être perdu un peu de thunes, un peu de temps, mais pas tant que ça. Par rapport à, tu vois, quand moi j'entends des gens tu crois souvent des gens en convention, par exemple, qui te disent, moi, ça fait des années, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que je bosse sur mon jeu, mais ça y est, il est bientôt prêt, je vais bientôt le sortir et tout. Et franchement, moi, la plupart du temps, quand les gens ils me disent ça, ma première pensée, c'est de me dire, waouh, je fais attention parce que en fait, le moment où tu vas le sortir, tu vas y mettre énormément d'attentes. Il y a quand même de grandes chances que tu sois déçu dans ces attentes et c'est triste en fait. Et c'est dommage, quoi. Oui. Tant mieux si c'est pas le cas, hein, et si le truc marche et tout, hein, mais là, quand même, il y a pas mal de fois où c'est le cas. Ouais, et puis souvent, comme tu le disais, tu le disais tout à l'heure là, qu'il y avait des mécanismes. Au bout d'un moment, tu avais tellement l'habitude que certains mécanismes, tu savais qu'ils allaient marcher. Il n'y avait pas besoin de les tester autant que d'autres mécaniques qui étaient peut-être un peu plus fun. L'idée, c'est plus tu vas t'entraîner, sortir de jeu, voir ce qui marche pas, etc. Plus tu vas en fait Ouais. entraîner un petit peu ton muscle créatif et ton muscle de game design aussi. Donc, Ah bah, complètement. plus tu proposes de jeux, plus les jeux sont potentiellement, enfin comment dire, pas plus qualitatifs, mais ont une base de game design, on va dire, peut-être plus solide, plus mature, on va dire en tout cas. Ah oui, non, mais bah, clairement, c'est ça, quoi. Chaque jeu, même s'ils sont tous très différents et ils ne font pas la même chose, etc., mais se base sur à la fois les réussites et les erreurs et les échecs du précédent. Que ce soit en termes de game design, que ce soit en termes de mise en page, enfin, ouais, bah c'est ça, t'acquiers de l'expérience, quoi. Et c'est vrai que c'est un autre avantage, effectivement, à faire des jeux courts. Moi, de toute façon, voilà, je pourrais chanter les louanges des jeux courts toute la soirée, quoi, mais je pense vraiment, et quand voilà, je croise des gens
en festival ou autre qui débutent dans la création, vraiment, mon premier conseil, c'est ça, c'est en fait, ne commence pas par le projet qui te tient le plus à cœur, sur lequel tu vas mettre toute ton âme et tout. Commence par un jeu en une page un peu con, un peu léger, pour te faire la main en fait. Et concrètement voir qu'est-ce que c'est de créer un jeu sur toutes les étapes de l'idée à la publication. Et puis tu fais ça 2-3 fois, et une fois que tu t'es fait la main, bah là il sera peut-être temps de C'est te bien lancer dans ton formateur. grand projet, quoi. Ouais, Ouais, tout bah à clairement. fait. J'avais une dernière question que j'aime bien poser aux auteurs de jeux, justement, c'est est-ce que tu as un conseil à donner? Mais j'ai l'impression que tu viens de le faire finalement. On a un peu. Aux gens qui veulent se lancer, quoi, qui n'osent pas, c'est tester, faites-en plein, quoi. Ouais, c'est ça. Et vraiment, et puis d'ailleurs, la publication n'est pas forcément l'alpha et l'oméga. C'est-à-dire, c'est totalement ok de faire un truc dans son coin, de le faire juste pour ses potes, voire même juste pour soi. Et ça n'enlève pas le jeu que tu fais dans ton coin. Pour tes potes, il aura pas plus ou moins de valeur qu'un jeu qui va sortir et qui va se retrouver vendu en convention et tout, quoi. Je pense vraiment, ouais, vraiment le conseil numéro 1, c'est en fait, je suis sûr que là, dans les gens qui écoutent, il y en a qui ont une idée de jeu qu'ils aimeraient faire, mais pas genre mon jeu de rêve, mais plus tiens, ce serait marrant d'avoir un jeu sur, j'en sais rien moi, tiens, ce serait marrant de jouer un jeu où on joue les marionnettes de Guignol. Hop, voilà, je vous offre cette idée. Et vas-y, fais-le, mais va vraiment au plus direct, quoi. C'est-à-dire, ok, c'est ça qu'on fait. T'as une mécanique de jeu, t'en as pas deux, t'en as une. T'essayes de faire le plus court et le plus direct possible. De toute façon, les gens qui tomberont sur ton jeu, ils savent ce que c'est du jeu de rôle, donc c'est pas la peine de perdre du temps avec ça et tout. Et puis voilà, quoi. Faites des jams, en fait. Faites des Ouais, game jams. faites des jams, tentez des trucs, testez des jeux, et puis testez vos jeux. Si ça marche pas, c'est pas grave, ce sera le prochain sera mieux, et puis voilà. Bah, merci beaucoup, Com, en tout cas, très, très, très chouette. Ouais. Bah merci encore à vous pour l'invite. On rappelle que le jeu est en financement depuis le 2 février. Allez-y. Tout à fait. Il y aura tous les liens dans la description. En dehors du financement participatif, où est-ce qu'on peut te retrouver, Com? Alors, tu peux me retrouver sur les internets. Le lien le plus direct et évident, c'est ma page itch.io, donc c'est commartin.itch.io, qui renvoie vers différents autres endroits des internets. Et sinon, je suis assez régulièrement présent en festival avec mes camarades du Rayon Alternatif, donc faut pas hésiter non plus à aller voir le site rayonalternatif.fr qui annonce où est-ce qu'on a été et où est-ce qu'on sera, voilà. Et puis si vous me croisez dans la rue, dites-moi bonjour. Merci beaucoup. Merci de nous avoir écoutés. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter, partager, mettre 5 étoiles et même nous aider si vous voulez nous soutenir sur notre Patreon. Je sais plus, Valkan, qu'est-ce qu'il faut dire après? Au revoir, c'est ça? Payez-nous une bière. Ah oui, c'est Oui, vrai, bien sûr, à chaque Et fois. levez vos crêtes, hein. Je crois que c'est Yes. le thème. Levez vos crêtes. Terminons là-dessus. Merci beaucoup et à bientôt pour des nouveaux Merci. épisodes sur la JDR Academy. Ciao. Salut. À bientôt.